Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de reproduction sexuée. Cette notion est abordée dans la partie 1 du programme de Terminal S, génétique et évolution, et dans ce chapitre numéro 2. Alors pourquoi dans cette partie évolution parler de la reproduction sexuée? Parce que justement cette sexualité est un des mécanismes qui concourent, qui participent à la mise en place de la diversité du vivant. Et l'évolution repose évidemment sur cette diversité du vivant. Donc un élève de Terminal S doit connaître les principaux mécanismes qui créent cette diversité du vivant, ou une autre manière de dire la même chose, qui produit des individus uniques génétiquement. Et la sexualité a cette capacité de créer une unicité génétique de chaque individu, et donc elle participe à la biodiversité du vivant. Alors, la sexualité c'est un peu plus compliqué parce qu'elle a deux aspects. La reproduction sexuée peut assurer la diversité génétique dont je viens de parler, qui est un élément clé de l'évolution du vivant, mais elle assure aussi la stabilité du karyotype et donc la stabilité des caractères de l'espèce. Et c'est cet aspect-là qui va être traité dans cette vidéo. Donc la reproduction sexuée, il faut bien avoir les deux approches possibles. Le premier volet, c'est que la reproduction sexuée, via ces deux mécanismes que l'on va étudier, la méiose et la fécondation, assure la stabilité de l'espèce. Alors pourquoi? Parce que la méiose est une division qui va permettre de passer de l'état diploïde vers l'état haploïde et donc de donner naissance aux gamètes. La fécondation va permettre de rétablir la diploïdie et donner naissance à une cellule œuf diploïde qu'on appelle un zygote. Et il va y avoir ce qu'on appelle un cycle de développement, une alternance entre ces périodes où on produit des gamètes, la rencontre des gamètes par fécondation qui donne le zygote, et ce cycle de développement, on va voir au travers de cette vidéo, assure une stabilité du nombre de chromosomes, ce qu'on appelle une stabilité du karyotype, et donc conduit à une stabilité des caractères de l'espèce. Donc si notre espèce Homo sapiens, depuis plus de 100 000 ans qu'elle existe, possède toujours les mêmes caractères, on le doit justement au fait qu'on se reproduit tous par sexualité, et que cette reproduction sexuée, quel que soit le nombre de générations, assure une stabilité du karyotype, et donc une stabilité des caractères de notre espèce. Mais n'oubliez pas que vous pouvez avoir des sujets qui vous titillent sur l'autre aspect de la sexualité, l'idée que la reproduction sexuée, toujours par ces deux mécanismes fondamentaux que représentent la méiose et la fécondation, cette reproduction peut conduire à une diversité du vivant. Pourquoi? Parce que, on le verra dans une autre vidéo, mais la méiose opère des brassages d'allèles, elle brasse les allèles de papa et de maman par le jeu des brassages inter et intrachromosomiques, et donc conduit à une immense diversité de gamètes. La fécondation va amplifier les différentes combinaisons, et donc tout ça va donner une grande diversité génétique, qui conduit à ce qu'on appelle une unicité génétique de chaque individu. Chaque individu qui va naître par cette sexualité est génétiquement unique. Il représente ce qu'on appelle une combinaison originale d'allèles. Et si tout le monde est unique, on est tous différents, d'où la diversité du vivant. Donc vraiment être vigilant sur quel aspect vous devez traiter. Donc là, on va aborder cet aspect-là. Donc la sexualité, je l'ai dit, on va la limiter à deux mécanismes. Donc je suis à l'état diploïde. Si je veux me reproduire, je dois produire des gamètes haploïdes. Et pour passer de cet état 2N à l'état N, je vais réaliser ce qu'on appelle la méiose. Ensuite, cette méiose va donner naissance des gamètes. Si je veux me reproduire, les gamètes devront réaliser la fécondation, qui va rétablir la diploïdie. C'est le principe très schématique du cycle de développement d'un être humain. Et donc nous, il faut comprendre de quelle manière fonctionne la méiose et la fécondation pour assurer cette stabilité du karyotype. Parce que vous voyez, je peux faire tourner ce cycle X fois, j'aurai toujours le même nombre de chromosomes à l'état diploïde 46, donc j'aurai une stabilité des caractères de l'espèce. Alors la méiose, c'est important. Ici, vous avez une photo d'un karyotype d'une cellule diploïde humaine, avec la formule karyotypique ici 2n égale 46. Alors le plus important, c'est d'être capable de définir ce qu'on appelle l'état diploïde. Une cellule diploïde, on le voit ici, parce que chaque chromosome existe en deux exemplaires. J'ai deux chromosomes 1, deux chromosomes 2, etc. Et c'est cet aspect qui définit la diploïdie. Le fait que chaque chromosome existe en deux exemplaires. On parle pour qualifier de ces paires de chromosomes homologues. Ici, j'ai entouré la paire de chromosomes homologues numéro 5. Deux chromosomes homologues sont deux chromosomes qui ont la même taille, la même plaque du centromère et portent au même locus, au même emplacement, les mêmes gènes, pas forcément les mêmes allèles. C'est ça, être diploïde. Peu importe le nombre de chromatides du chromosome. Et dessous, j'ai évidemment ici une cellule haploïde, ça correspond à un gamète, spermatozoïde ovule. On voit ici l'état haploïde qu'on va définir tout simplement parce que chaque chromosome existe, mais en un seul exemplaire. J'ai exactement les mêmes chromosomes qu'avant, sauf que là j'avais deux exemplaires à chaque fois, là j'ai un seul exemplaire. Donc être haploïde, c'est avoir chaque chromosome en un seul exemplaire. N égale 23, c'est la formule du karyotype de cette cellule haploïde. Et ce qui est très simple, voilà, vous l'avez compris, c'est la méiose qui est une division particulière qui va permettre de passer de cet état diploïde vers l'état haploïde. Et en théorie, c'est simple, il suffit de séparer les homologues. Si j'arrive à séparer les paires, et si je n'ai plus de paires, j'ai l'état haploïde. Et ensuite, pour retourner vers l'état diploïde, je vais utiliser la fécondation.
Et donc on voit que là il suffit de faire tourner ce cycle. C'est le principe de ce qu'on appelle un cycle de développement ou un cycle de reproduction. C'est comme ça qu'on se reproduit, par ces deux mécanismes compensatoires, méiose et fécondation. Et ce cycle peut tourner X générations. Vous avez toujours le même nombre de chromosomes, donc vous avez une stabilité du karyotype et par conséquent une stabilité des caractères de l'espèce. Alors, si on détaille un peu cette méiose, en fait, il y a deux phases, deux divisions dans la méiose, la première division de méiose et la deuxième division de méiose, et pour chaque division, il y a les quatre phases que vous connaissez, prophase, métaphase, anaphase, télophase. En prophase 1 de méiose, ici j'ai pris l'exemple d'une cellule à 2n égale 4, n4 c'est le nombre de chromosomes, 4 chromosomes, n le nombre de paires, 2 fois 2, donc là j'ai bien 2 paires. Les chromosomes homologues apparaissent au début de la prophase, sous leur forme de chromosomes à 2 chromatides, puisqu'avant la méiose, comme avant la mitose, il y a eu une phase S de synthèse d'ADN, une phase de duplication, qui a dupliqué le taux d'ADN et qui a donné naissance aux 2 chromatides de chaque chromosome. Particularité de la méiose, une fois que la condensation de l'ADN a été réalisée et que les chromosomes apparaissent, et ben les chromosomes homologues s'apparient, ils vont former ce qu'on appelle des bivalents, puisqu'il y a 2 chromosomes ici homologues, et ou une tétrade de chromatides, puisqu'il y a 4 chromatides, 2 par chromosome. Donc ça c'est important, c'est une particularité de la prophase 1, l'appariement des chromosomes homologues sous forme de bivalents ou de tétrade de chromatides. On verra évidemment que pour les brassages dans une autre vidéo, l'importance de ces bivalents. Ici je suis en métaphase 1, les chromosomes homologues toujours appariés s'aligne sur le plan équatorial de la cellule, et on va dérouler l'anaphase 1 qui est peut-être la phase la plus importante de la méiose, puisqu'ici on va voir ce qui est important, c'est la séparation des chromosomes homologues. Ne parlez pas de séparation tout court, parlez bien de séparation de chromosomes homologues, ce sont les homologues qui se séparent. Ici un chromosome, son copain homologue vers le pôle sud de la cellule, donc à la fin de cette première division, en télophase 1, j'obtiens bien 2 cellules haploïdes. On vérifie l'haploïdie puisqu'ici le grand chromosome n'a plus son homologue copain qui est dans une autre cellule. Pareil pour cette cellule, ce chromosome. Donc on a bien 2 cellules haploïdes, n égale 2 puisque j'ai 2 chromosomes. Par contre, vous l'avez déjà remarqué, les chromosomes sont encore à 2 chromatides. Donc ça c'est la première division de méiose qu'on appelle réductionnelle, puisqu'on est passé d'une cellule à 4 chromosomes, on a réduit à des cellules où il n'y a plus que 2 chromosomes, d'où le terme de réductionnelle, et cette division a pour objectif de séparer les homologues. On continue la méiose et on rentre dans la deuxième division de méiose, la prophase 2, où il se passe pas grand chose, je passe vite fait. La métaphase 2, on a un alignement de mes chromosomes à 2 chromatides sur le plan équatorial de la cellule. L'anaphase 2, où il y a évidemment là quelque chose d'important à retenir, il y a une séparation. Mais cette fois-ci, ce sont les chromatides de chaque chromosome qui se séparent, il y a une cassure du centromère, une chromatide à droite, une chromatide à gauche. C'est l'intérêt de l'anaphase 2, on sépare les chromatides de chaque chromosome. Ensuite, chaque cellule se divise en deux, du coup on obtient en fin de méiose, en télophase 2, 4 cellules toujours haploïdes, il n'y a pas de paire, où les chromosomes par contre sont à une chromatide, donc 4 cellules à n égale 2, avec des chromosomes à une chromatide. Et si vous devez retenir l'essentiel, donc cette deuxième division de méiose est appelée équationnelle, on équilibre le nombre de chromosomes, j'avais ici 2 chromosomes par cellule, j'en ai toujours 2, et par contre, retenez l'essentiel, elle sert à séparer les chromatides de chaque chromosome. Et en fin de méiose, faites attention dans vos schémas, les chromosomes sont donc à une chromatide. Voilà, j'ai résumé d'une autre manière cette méiose. Ici, je pars encore d'une cellule à 2n égale 4. 4 chromosomes, 2 paires. On voit bien ici les paires, rouge et bleu. En prophase 1, formation des bivalents. Appariement des chromosomes homologues formant les bivalents. Métaphase alignement. Anaphase 1, évidemment, je sépare mes chromosomes homologues. Et j'obtiens en télophase 1 les 2 cellules haploïdes. On voit bien la notion d'haploïdie. Ce grand chromosome, son copain, n'existe plus. Il n'y a pas de paire. Et donc, j'ai 2 cellules haploïdes, n égale 2. Avec des chromosomes à 2 chromatides. Du coup, on va dérouler la deuxième division de méiose, prophase 2, métaphase 2, alignement des chromosomes homologues, des chromosomes, il n'y a plus d'homologues, à 2 chromatides sur l'équateur de la cellule. En anaphase 2, on sépare les chromatides par cassure du centromère de chaque chromosome, et on obtient nos 4 cellules haploïdes, n égale 2. Alors, on peut simplifier les schémas en représentant que les produits de la fin de première division, les 2 cellules. Donc ici, on a déroulé la première division de méiose, on obtient nos 2 cellules haploïdes n égale 2 avec des chromosomes à 2 chromatides, et on donne le produit fini de la méiose, les 4 cellules haploïdes, et là on a déroulé en fait la deuxième division de méiose. Retenez bien que la première division de méiose sert à séparer les homologues, la deuxième division sépare les chromatides, et on obtient 4 cellules haploïdes avec des chromosomes à une chromatide. Voilà, donc là on a fait la moitié du chemin, on a expliqué comment la méiose participait justement au passage de l'état 2n à l'état haploïde. Il nous reste à voir la fécondation qui rétablit la diploïdie. Alors pour illustrer cette fécondation, et là on a le cycle de développement de l'être humain, on peut schématiser cette fécondation ici. Vous avez la fécondation pour une cellule à 2n égale 4, diploïde. Ici je suis reparti de cellules haploïdes, spermatozoïdes ici, ovocytes ici, résultat de la méiose d'une cellule à 2n égale 4, n égale 2.
C'est bien un état haploïde, puisqu'on voit ici un seul chromosome 1, un seul chromosome 2, ils ne sont pas par paire, hein, donc il n'y a pas de paire, c'est bien la notion même d'haploïdie, et les chromosomes sont à une chromatide, logiquement, puisque je viens de finir la méiose. Et lorsque la fécondation a lieu, on a une fusion des noyaux, donc voilà ce qu'on obtient après la fusion des deux noyaux de ces deux gamètes. On a ici un chromosome 1 qui vient du spermatozoïde, le père de la mère, l'ovocyte, et on retrouve ici une paire, ça ce n'est rien d'autre qu'une paire de chromosomes homologues, à une chromatide chacun évidemment, une deuxième paire, et donc j'ai bien ici affaire à une cellule diploïde, je retrouve l'état 2N, ici 2N égale 4. Voilà, donc si on résume, c'est simple, la femme, l'homme, adulte, vont pouvoir, à l'état diploïde, avoir 46 chromosomes, dont vont pouvoir réaliser, à partir de la puberté, la méiose dans les testicules de l'homme, dans l'ovaire de la femme, et donner naissance aux gamètes, qu'on appelle des ovocytes, des spermatozoïdes, N égale 23. Ensuite, la fécondation va permettre, via la fusion des deux noyaux, de rétablir l'état diploïde de N égale 46, au niveau d'une cellule œuf qu'on appelle le zygote, qui va se multiplier par mitose, et redonner des adultes. Donc là, on voit bien, très schématiquement, le cycle de développement de reproduction de l'être humain, et on voit bien que ce cycle assure une stabilité, puisque vous pouvez le faire fonctionner sur X générations. Vous avez toujours à l'état diploïde 2N égale 46, donc on stabilise par ces deux mécanismes compensatoires, méiose d'un côté, fécondation, ils se compensent mutuellement, hein. On assure une stabilité du nombre de chromosomes, et donc une stabilité des caractères de l'espèce. Donc la sexualité, qui se traduit par ces deux mécanismes, méiose et fécondation, est bien source de stabilité génétique. Alors, dans ce chapitre, vous avez à retenir que lors de cycles de reproduction de développement, il y a deux types de cellules. Les cellules diploïdes, bien être capable de définir, de comprendre ce qu'on appelle la diploïdie, c'est le fait que chaque chromosome existe sous forme de paires, deux chromosomes identiques. Une paire, je rappelle, c'est deux chromosomes qui ont la même taille, la même place du centromère, et portent au même locus les mêmes gènes, pas forcément les mêmes allèles. Chez nous, l'état diploïde se traduit par la formule karyotypique de N égale 46 chromosomes. Mais pour se reproduire, on a besoin à un moment donné de produire des cellules haploïdes, des gamètes. Donc les gamètes sont des cellules haploïdes, là aussi, définition très simple. Le chromosome existe en un seul exemplaire. J'ai tous les chromosomes, mais en un seul exemplaire. C'est la définition d'un état haploïde qui, chez nous, se traduit par la formule 2N égale 23 chromosomes. Retenir aussi que lors de ce développement, j'ai besoin de deux mécanismes fondamentaux. La méiose, qui est une division qui va permettre de passer de cet état diploïde vers l'état haploïde, et donner naissance à 4 cellules haploïdes, et la fécondation qui va rétablir l'état diploïde. Donc lors de la reproduction sexuée, on a bien, via ces deux mécanismes compensatoires, la méiose et la fécondation, une stabilité du karyotype, puisqu'à chaque fois, et quel que soit le nombre de générations, vous aurez toujours 2N égale 46 chromosomes, et si je stabilise le nombre de chromosomes, je stabilise les caractères de l'espèce. C'est pour ça que notre espèce, depuis plus de 100 000 ans, a toujours les mêmes caractères. N'oubliez pas aussi, c'est important de bien maîtriser la méiose, retenir qu'avant la méiose, il y a une phase de duplication, synthèse d'ADN, qui explique que les chromosomes soient tous à deux chromatides au début de la méiose, et retenir que la méiose se déroule en deux divisions. Il y a une première division de méiose qu'on appelle réductionnelle, qui va avoir comme objectif de séparer les chromosomes homologues. Elle va donner naissance donc à des cellules haploïdes, où les chromosomes sont à deux chromatides, et ensuite on va dérouler la deuxième division de méiose, qu'on appelle équationnelle, qui va elle s'occuper de séparer les chromatides de chaque chromosome, et donner naissance donc au total à 4 cellules haploïdes, avec des chromosomes évidemment à une chromatide. Voilà l'essentiel de ce chapitre 2 concernant la reproduction sexuée et la stabilité du karyotype.